Depuis le 25 juillet 2025, l'action préférentielle Stretch de Strategy Bitcoin a permis au Bitcoin Treasuries Company de poser les bases d'un nouveau modèle ambitieux. Devenir des instituts de réserve dont le rôle est d'accumuler des bitcoins pour asseoir une confiance forte dans son bilan afin de pouvoir émettre du crédit et de la monnaie pour des clients qui ont besoin de supprimer la volatilité de leurs avoirs ainsi que de baisser au maximum leur risque sur ces avoirs. Pour supprimer le risque, il est nécessaire que Bitcoin poursuive son adoption. C'est en cours. Quant à ce qui est de supprimer la volatilité, c'est là que Strategy Bitcoin réalise un coup de maître qui commence à en inspirer d'autres comme l'entreprise Strive qui a lancé son SATA. Et vous allez voir que ce qui se joue ici dépasse de loin, mais alors de très loin, Saylor, Strategy Bitcoin, Strive ou même les Bitcoin Treasuries Company actuelles. Mais avant d'en arriver là, regardons ce que le Stretch a réalisé en seulement 6 mois d'existence. On parle de 10 milliards de dollars en volume, ce qui n'est pas rien, mais aussi d'1,5 milliard émis au-dessus de 100 dollars, seuil à partir duquel le Stretch devient un outil qui permet à Strategy Bitcoin d'acheter des bitcoins. Pour rappel, Strategy rémunère 11% le STRC, dont la promesse est de rester stable autour de 100 dollars. Lorsque la demande s'envole et risque de faire passer le STRC au-dessus de 100 dollars, alors Michael Saylor émet de nouvelles actions STRC qui viennent alimenter la trésorerie de Strategy Bitcoin en dollars, ce qui lui permet d'acheter des bitcoins. Ce qui compte sur STRC, c'est combien de temps le prix reste au-dessus de 100 dollars. C'est dans cette zone que le programme At the Market de Saylor, son fameux ATM, peut réellement fonctionner. Dans ce cas, vous pouvez considérer que le distributeur de billets est mis en route. Ici, vous pouvez voir qu'il y a pour l'instant 2 périodes où cet ATM a été mis en route, début novembre 2025 et début janvier 2026. Nous sommes donc dans une phase où la stratégie d'achat de Saylor monte en puissance. D'ailleurs, cette semaine, Strategy a fait sa 4e plus grosse acquisition avec 22 305 bitcoins. Fait amusant, Strategy est en train de rattraper l'ETF BlackRock en nombre de bitcoins possédés, puisque Strategy possède désormais 709 000 BTC, tandis que BlackRock est seulement à 784 000. À plus de 10 000 bitcoins par semaine, le rattrapage pourrait aller vite. D'ailleurs, nous assistons à une évolution intéressante. Les ETF, malgré les milliards qui rentrent par ce biais, ne sont que des instruments passifs. Ils ne sont que le reflet d'une demande. Ils ne la créent pas, cette demande. Ils ne la structurent pas. Aujourd'hui, avec le STRC et désormais le SATA de Strive, nous changeons de régime. Ce qui se met en place n'est pas un nouvel instrument financier, mais ce sont bien les prototypes d'une architecture de capture monétaire. Une machine capable de transformer une demande de rendement fixe en une offre d'achat structurelle et permanente sur Bitcoin, indépendamment du sentiment de marché, des ETF ou de l'appétit au risque pour Bitcoin. Nous quittons la phase de l'adoption psychologique où l'on convainc les gens d'acheter des bitcoins pour entrer dans la phase de capture structurelle des bitcoins disponibles sur le marché. Alors décortiquons un peu. En réalité, la semaine dernière, les émissions de Stretch ont rapporté en trésorerie 300 millions de dollars, tandis que les émissions d'actions de base MSTR ont rapporté 1,8 milliard. Donc vous allez me dire que ce n'est pas le Stretch qui permet à Saylor de faire ses achats massifs, mais bien l'émission d'actions MSTR. Alors, oui, non. Ce qui fait monter la valeur de l'action MSTR, l'action de base de Strategy, au-dessus d'environ 10% de la valeur des bitcoins que l'entreprise possède, cette fameuse prime, c'est bien la mécanique que Saylor met en place avec les actions préférentielles et notamment le Stretch. Donc indirectement, c'est bien le Stretch qui permet de faire de telles acquisitions parce que Saylor démontre ses capacités d'ingénierie pour la société Strategy. Pour autant, il est vrai qu'entre la promesse de devenir un trou noir capable d'aspirer des milliards et des milliards de dollars et la réalité du bilan, il y a un monde. Sur les 1,25 milliard de dollars de Bitcoin achetés début janvier 2026, le Stretch n'a contribué qu'à hauteur de 120 millions de dollars, soit moins de 10% du total. Mais ça s'explique, et la première raison est purement mathématique. Tant que l'action MSTR se traite avec une prime par rapport à la valeur du Bitcoin détenu par Strategy, l'entreprise a tout intérêt à émettre des actions ordinaires. Car ces actions ne coûtent rien à la société et elles sont accrétives lorsqu'elles sont émises avec une prime sur ce qu'on appelle la MNAV. Alors pourquoi s'engager à verser 11% de dividendes annuels via le Stretch quand le marché vous offre une prime d'émission gratuite sur MSTR ? Dans l'environnement actuel, l'action ordinaire est tout simplement le capital le moins cher pour Michael Saylor. La deuxième raison est macroéconomique.
Le stretch est un produit de rendement. Pour séduire les gérants de fonds monétaires, il doit offrir un rendement crédible par rapport aux taux monétaires sans risque. En ce début d'année 2026, avec des taux directeurs encore relativement élevés, un coupon de 11% est attractif. Mais il doit encore faire ses preuves face à la volatilité du Bitcoin. On parle d'un produit qui a à peine 6 mois d'existence, donc faut y aller gentiment quand même. Si le stretch et les autres produits du genre doivent vraiment changer d'échelle, cela se fera vraisemblablement lorsque la Fed entrera dans un cycle de baisse agressive des taux. Gardons en tête que ce sont des prototypes d'un monde où le Bitcoin ne se contente plus de concurrencer l'or, mais s'attaque à la racine même du système financier, le crédit. Pour la petite histoire, on vient d'apprendre récemment qui sont les plus gros acheteurs de stretch et on voit bien la stratégie se dessiner. Eh oui, on parle aujourd'hui de BlackRock, Fidelity, Capital Group ou encore VanEck. Saylor se fait également un plaisir de poster sur X des messages où il s'affiche avec les plus grandes banques comme Morgan Stanley ou JP Morgan. BNA, Mellon, PNC, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Vanguard, toutes sont passées d'une vision hostile, négative ou sceptique à une vision positive ces 12 derniers mois. Nous avons des annonces. Schwab va garder des bitcoins et accorder du crédit sur les actifs crypto au début de l'année prochaine. Citi fait la même chose. Avant, je ne pouvais obtenir de prêt contre un bitcoin auprès d'aucune grande banque. Maintenant, si je compte les 10 plus grandes banques aux États-Unis, 8 d'entre elles sont engagées dans le prêt de crypto-monnaies et elles ont toutes changé de position ces 6 derniers mois. Alors creusons. Quelle est l'idée pour les banques ? Comprenez que le crédit fonctionne comme une pyramide inversée. C'est un économiste du nom de John Exeter qui l'a formalisé. Tout en bas, historiquement, vous avez l'or. Mais en l'occurrence, tout le projet est de mettre Bitcoin à la place. Plus on est bas dans la pyramide, moins le risque est grand. Et plus on monte, plus la pyramide s'élargit car les volumes deviennent de plus en plus importants. La pyramide d'Exeter est une façon de comprendre pourquoi les banques centrales ont de l'or dans leur bilan. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin des accords de Bretton Woods, les banques centrales ont remplacé une bonne partie de leurs réserves d'or par du dollar et depuis 2008, on voit que la part du dollar dans ces réserves est progressivement diversifiée dans des monnaies locales et reviennent également aussi en or. Dit autrement, le système financier sent bien qu'il a un peu le cul entre deux chaises, entre l'or qui n'est plus ce qu'il était et le dollar qui ne capitalise plus autant de confiance qu'avant. On a donc un problème sur le bas de la pyramide d'Exeter. Mais quel est le problème de fond pour les banques du coup ? Eh bien techniquement, une banque va construire toutes ses offres commerciales à partir de produits financiers rémunérés de court terme, à savoir généralement les bons du trésor à moins de 3 mois, dont la rémunération est pilotée par le taux directeur des banques centrales. Comprenez bien que dans notre pyramide d'Exeter, normalement, tout en bas, vous avez ce qu'on appelle les instituts de réserve qui sont censés stocker de l'or ou les actifs les plus précieux qui stockent le plus de confiance. Et ensuite, vous avez le système bancaire qui va venir construire sur ce socle pour faire des produits financiers et le système financier. Par exemple, quand vous déposez votre argent à la banque, cette banque achète immédiatement des bons du trésor, histoire de sécuriser les fonds et de générer un rendement qui lui permet de gagner sa vie. Quand vous faites un crédit immobilier, le taux est arrimé sur le taux directeur. Quand elle vous vend des comptes à terme qui sont utilisés par les directeurs financiers des sociétés qui ont du cash en rab, par exemple, elles utilisent aussi des bons du trésor à court ou moyen terme pour bâtir ces offres. En France, quand vous achetez des fonds euros d'assurance vie, hop, également des bons du trésor. Mais tout cela doit reposer normalement sur un institut de réserve solide. C'est l'ancêtre des banques centrales. Or, aujourd'hui, on n'y est plus. Et c'est précisément ce qu'essaie de jouer Michael Saylor avec Strategy. Bref, le bas de la pyramide d'Exeter, c'est vraiment la base du système financier. C'est pour cela que l'idée de la pyramide est vraiment une bonne représentation. Bien, là-dessus, tonton Saylor arrive et vous dit « Voilà, moi j'achète des bitcoins et sur la base de ces bitcoins, dont je pense qu'ils vont prendre à la louche 30% par an, je vous propose d'émettre des actions préférentielles qui vous seront rémunérées à 11% par an et qui auront la volatilité la plus basse possible. » Alors en réalité, c'est pas 11% par an qu'il faut garder en tête dans le modèle, mais X% par an en plus des taux directeurs de chaque banque centrale en fonction du pays dans lequel vous pourriez faire un équivalent stretch. Ce que Saylor est donc en train de faire, c'est d'offrir une alternative à la Banque centrale américaine et au Trésor américain pour les banques afin qu'elles puissent rebâtir leur pyramide du crédit sur des actifs financiers qui sont éminemment mieux rémunérés que leurs bons du Trésor.
Donc tout l'enjeu pour que ce modèle fonctionne, c'est que Saylor arrive effectivement à ce que le stretch ait la volatilité la plus basse possible. Et on voit bien que la volatilité diminue avec le temps jusqu'à ce jour. Donc pour l'instant, c'est tout à fait positif. Mais il faut aussi qu'il arrive à convaincre les banquiers qu'il n'est pas un concurrent, mais plutôt leur fournisseur de short-term fixed income, soit des produits financiers à taux fixe de courte durée, qui ont la capacité réelle de se substituer aux bons américains notamment. Donc quand je vois des acteurs comme BlackRock qui commencent à accrocher au projet, c'est une excellente nouvelle pour l'adoption de Bitcoin, car c'est la porte ouverte sur un marché qui pèse potentiellement des dizaines, voire des centaines de trillions de dollars. On n'est plus dans la bagatelle avec le stretch. Sur une seule semaine, il a absorbé environ 81% du Bitcoin nouvellement miné. De plus, ce qui se passe en ce moment est d'autant plus intéressant qu'une autre entreprise s'est lancée dans le même processus. C'est très important parce que s'il s'avérait que Strategy Bitcoin était le seul acteur qui ait eu cette idée, ça serait pas bon signe du tout. Comme le dit l'adage, si vous n'avez pas de concurrent, c'est qu'il n'y a probablement pas de marché. Et ça, Saylor le sait bien, car il a lui-même fait la promotion sur son compte X du SATA de Strive. Mais pas folle la guêpe, hein. Il sait très bien qu'une preuve de concurrence revient à crédibiliser son entreprise et son modèle. À l'origine, Strive est cofondé par Vivek Ramaswamy, aujourd'hui candidat républicain pour le poste de gouverneur de l'Ohio, qui fut aussi, pour la petite histoire, si vous vous en souvenez, brièvement co-responsable du Department of Government Efficiency, DOGE, avec Elon Musk. Strive se positionnait comme le challenger des géants de la gestion d'actifs avec un marqueur idéologique très clair, anti-ESG, anti-woke, pro-shareholder primacy. En gros, le but était de maximiser la valeur pour les actionnaires. Puis, courant 2025, l'entreprise a opéré un virage stratégique en adoptant un modèle de Bitcoin Treasury Company. Eh bien, SATA, c'est un instrument de rendement explicitement inspiré du stretch de Strategy Bitcoin. Même logique, même architecture, lever du capital à rendement fixe pour capter de la liquidité obligataire et le convertir mécaniquement en Bitcoin. Alors quelle différence entre le SATA et le stretch, me demanderez-vous ? Eh bien, ce sont des réseaux financiers différents qui se recouvrent plus ou moins. Pour les clients, avoir deux sociétés, même si elles font à peu près la même chose, est aussi une façon de modérer le risque sur l'équipe de management de ces sociétés. Et puis, le marché est très grand, donc Saylor ne peut pas tout couvrir à lui seul. Et il le sait, donc c'est bon signe. Alors je vois dans les commentaires que certaines personnes trouvent que j'ai tendance à trop m'enthousiasmer pour un instrument financier qui semble, de prime abord, n'être qu'une simple ligne de crédit un peu exotique, une sorte de truc de geek de la finance. Et en vrai, c'est pas totalement faux, je vous l'accorde. Pour autant, il y a une dimension technique que nous n'avons pas abordée jusque-là, l'élasticité prix du Bitcoin. Cette propriété explique pourquoi $1 entrant dans Bitcoin peut produire un impact 5 à 10 fois supérieur sur la valorisation de Bitcoin et surtout pourquoi ce même dollar, lorsqu'il transite par un instrument comme Stretch ou SATA, produit des effets bien plus profonds que s'il était injecté directement sur le marché spot ou via un ETF. Alors ok, si c'est un peu abscon pour vous, ne vous inquiétez pas, on va décortiquer la plomberie. Dans les marchés actions traditionnels, la relation entre afflux de capitaux et capitalisation, à savoir la valeur de l'actif, est relativement linéaire. Plus d'argent entre, plus la valorisation augmente, mais dans des proportions contenues. Pour être tout à fait précis, cela ne veut pas dire que la valeur de l'action unitaire va augmenter exactement dans les mêmes proportions, car la société peut émettre de nouvelles actions dans des cas comme les stock options, les obligations convertibles, augmentation de capital, et j'en passe. Donc, quand on mesure la relation entre capitaux injectés et augmentation de la valeur de l'action, il peut y avoir de la perte en ligne, dirons-nous. Mais vous avez compris l'idée. Sur Bitcoin, cette relation est fondamentalement réflexive. On dit qu'un actif est réflexif lorsque son prix ne reflète pas sa valeur fondamentale, mais lorsqu'il crée la valeur de l'actif en spéculant sur le futur. Par exemple, pour faire simple, le prix d'une machine-outil n'est pas réflexif, car son prix reflète la valeur actualisée de ce que l'on va pouvoir produire avec durant sa durée de vie. Dit autrement, si le prix de notre machine-outil monte, ça ne la rendra pas plus désirable, bien au contraire. Par contre, concernant Bitcoin, par essence, il est l'actif le plus réflexif au monde, car il s'agit de l'actif qui incarne le plus une monnaie libre. Par définition,
La valeur de Bitcoin représente la force de son réseau. De plus, plus le prix de Bitcoin monte, plus il devient désirable car le marché projette sur lui la réussite de son projet lorsque son prix s'apprécie. Il y a donc une boucle de rétroaction qui valorise davantage Bitcoin quand son prix monte. Et surtout, contrairement à une entreprise qui peut émettre de nouvelles actions ou à une monnaie fiat dont la masse monétaire peut être diluée et augmentée, Bitcoin possède une offre parfaitement inélastique par conception. C'est-à-dire que son prix réagit très fortement à une chute de son offre sur le marché. Mais l'inélasticité ne s'arrête pas au code source de Bitcoin. Elle est exacerbée par le comportement des détenteurs qui le voient comme un actif de réserve. Aujourd'hui, environ 70 à 75% de l'offre de Bitcoin est considérée comme immobile, détenue par des hodlers de long terme, des portefeuilles perdus ou des réserves institutionnelles du type Strategy ou Strive. Autrement dit, toute nouvelle demande ne s'adresse pas à l'ensemble de la masse monétaire, mais à un flottant résiduel qui devient extrêmement mince avec le temps. C'est ici que Bitcoin se comporte comme une éponge à liquidité hyper réactive. Une quantité relativement modeste de dollars entrant sur ce marché restreint provoque un déplacement disproportionné du prix. C'est le concept central développé par l'analyste Adam Livingstone. En finance traditionnelle, on mesure l'élasticité prix pour comprendre comment un flux entrant impacte la valorisation globale. Eh bien, pour les actifs avec une offre strictement finie, dont Bitcoin en premier lieu, cette élasticité prend la forme d'un multiplicateur. D'ailleurs, c'est de là que vient le crypto multiplier. Selon les études de flux sur les actifs à offre fixe que reprend Adam Livingstone, le multiplicateur de Bitcoin se situerait dans une fourchette de 5 pour 1 à 10 pour 1. Autrement dit, pour chaque dollar de capital net qui entre et s'immobilise dans un véhicule comme le Stretch, la capitalisation boursière globale du Bitcoin n'augmente pas de 1 dollar, mais potentiellement de 5 à 10 dollars. Pourquoi ? Parce que l'achat forcé de Bitcoin déclenché par l'émission de Stretch frappe un mur d'offres de plus en plus haut. Le vendeur marginal exige un prix exponentiellement plus élevé pour se séparer d'un actif qu'il sait rare. Le Stretch ne fait pas que pousser le prix, il aspire la disponibilité. Et là vous allez me dire, non mais attends Richard, c'est exactement la même chose pour un dollar qui rentre sur le marché spot ou sur un ETF, donc pourquoi tu nous enquiquines avec ton STRC machin chouette ? Eh ben oui, si l'on s'arrête là, vous avez raison. Mathématiquement, un dollar entrant sur le marché spot a le même impact immédiat, peu importe sa provenance. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 2024, les analystes de JP Morgan appliquaient un multiplicateur non pas de 5 à 10, mais de 25 et estimaient qu'avec 220 milliards de dollars d'entrée nette dans les ETF, la capitalisation de Bitcoin grimperait de plus de 5000 milliards. Bon, ils étaient encore plus bullish que les bitcoiners, vous voyez ? Bon, au final, on n'aura pas eu les 220 milliards d'entrées nettes et on peut aisément penser que depuis le temps, la maturité du marché et l'adoption ont tiré le multiplier à la baisse. D'où la fourchette de 5 pour 1 à 10 pour 1 au lieu de 25. Cependant, il existe plusieurs différences qui font du STRC ou de ses compères un instrument bien plus explosif pour le prix qu'un ETF ou un achat en direct. La première de ces différences, c'est la vélocité. Les flux qui entrent sur l'ETF de BlackRock ou sur le marché spot sont des flux bidirectionnels. Si vous achetez pour 1 dollar de BTC via un ETF et que vous revendez cet ETF le lendemain, l'émetteur, par exemple BlackRock, revend le BTC sur le marché. Le Bitcoin est en quelque sorte loué par le marché, mais il reste liquide, il continue à se balader sur le marché. Mais pour le Stretch, ça n'a plus rien à voir. C'est un flux unidirectionnel. Lorsque Strategy Bitcoin lève 1 dollar via le Stretch pour acheter du Bitcoin, ce Bitcoin entre dans une sorte d'équivalent trou noir. Strategy a une politique de conservation indéfinie. Si l'investisseur revend son Stretch le lendemain sur le Nasdaq, il le revend à un autre investisseur sur le marché secondaire. Mais Strategy ne vend pas le Bitcoin sous-jacent qui est rentré la veille. Le Stretch ne fait pas que pousser le prix. Il réduit de manière permanente la quantité flottante de Bitcoin disponible. Chaque dollar capté par Strategy via le Stretch est un retrait définitif de l'offre, ce qui n'est pas le cas d'un ETF. Et d'ailleurs, c'est sensiblement la même chose avec le SATA et Strive, même si le « on ne vendra jamais » est affiché beaucoup moins clairement. Il faut aussi regarder un autre paramètre fondamental, la nature des capitaux mobilisés. L'achat direct de Bitcoin avec des ETF spot, par exemple, mobilise avant tout des poches de liquidités dites agressives ou spéculatives. Typiquement, le retail ou les hedge funds. En tout cas, ce sont des bitcoiners convaincus, des gens qui veulent spéculer sur la hausse des bitcoins. D'ailleurs, contrairement à l'image d'une adoption institutionnelle massive, près de 80% des détenteurs d'ETF Bitcoin seraient des particuliers.
Et parmi la part institutionnelle, ce sont des fonds spéculatifs qui représentent une fraction significative de cette détention. Autrement dit, aujourd'hui, l'univers des ETF est dominé par des acteurs capables d'acheter aujourd'hui et de revendre demain et qui ont des convictions sur Bitcoin. Ce sont des capitaux rapides, sensibles au prix, au momentum, à la volatilité, etc., etc. Et c'est précisément là que les produits du type stretch changent complètement de registre. Le stretch, comme ses équivalents, ne s'adresse pas à ces capitaux-là. Il cible les actifs fixed income, donc des revenus fixes, et notamment le marché obligataire. Et là, on change d'échelle, oui, mais surtout de comportement. On parle de capitaux massifs, lents, qui ne s'intéressent pas à Bitcoin en tant qu'actifs spéculatifs, mais aux coupons, au rendement qu'ils peuvent tirer d'un billet de $100. Qu'il s'agisse d'un retraité à Tataouine ou d'un investisseur institutionnel, l'objectif est le même. Le revenu et encore le revenu, sans volatilité dans leur devise nationale. Et pour ce qui est de stratégie, ce positionnement est rendu possible par une protection structurelle clé, le matelas de BTC et de cash détenu par la société. Même dans un scénario où le prix de Bitcoin chuterait de 50%, la société dispose d'une réserve suffisante pour continuer à honorer ses dividendes pendant des décennies. Donc, pour notre retraité de Tataouine ou le Family Office en costume 3 pièces, tant que le coupon est versé et que le nominal reste proche de $100, il n'existe aucune incitation rationnelle à se séparer de son STRC. Et ces gens-là peuvent se contreficher de Bitcoin. Le prix de Bitcoin peut monter, baisser ou tourner sur lui-même, cela ne change strictement rien. Le résultat de tout ça, c'est une véritable métamorphose du rôle de Bitcoin parce qu'il vient capter des capitaux de gens qui ne s'intéressent pas à lui. Sous l'impulsion du stretch, du SATA ou de ce que vous voulez, Bitcoin cesse d'être un actif de trading pour devenir ce que l'on pourrait appeler du collatéral mort. J'imagine que maintenant vous commencez à comprendre pourquoi je trouve ces produits profondément géniaux et disruptifs. Revenons-en à notre multiplicateur qui nous promet qu'$1 injecté dans Bitcoin propulsera la capitalisation de 5, 7 ou $10 et appliquons-le à un terrain concret, le marché monétaire américain. Si on reprend la thèse de notre cher Adam Livingstone, le marché mondial du fixed income qui intègre les obligations souveraines, quasi-souveraines, l'investment grade et les junk bonds et tout le tintouin, on arrive peu ou prou à 145 trillions de dollars. 145 000 milliards de dollars selon JP Morgan. Alors si 0,5% de cette masse migre vers des structures de rendement adossées au Bitcoin, cela représenterait au bas mot 725 milliards de dollars, venant frapper un mur d'offres quasi fixe. Et si vous vous dites que prendre la totalité du marché obligataire, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, alors soit, restons réalistes pour notre calcul d'élasticité et intéressons-nous uniquement à un sous-segment de ce marché, les Money Market Funds. Les Money Market Funds aux États-Unis représentent environ 7 700 milliards de dollars, 7,7 trillions. Ce sont des capitaux parqués là, par défaut, faute de mieux, à la recherche d'un rendement jugé sûr, proche de celui des bons du trésor à court terme. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous souviendrez peut-être que c'est sur cette masse de capitaux que Saylor lorgne furieusement. Alors si seulement 1% de cette masse, une anomalie statistique donc à l'échelle des grands gérants, décidait de quitter les bons du trésor pour chercher le rendement offert par un produit de type stretch, l'afflux net ne serait plus que de 77 milliards de dollars. Maintenant, introduisons l'élasticité prix propre à Bitcoin, en prenant une hypothèse conservatrice d'un multiplicateur de 5 pour 1. Le calcul serait alors de 77 milliards de flux rentrants, fois 5, soit 385 milliards de capitalisation supplémentaire. Et si on se laisse rêver à un multiplicateur de 10 pour 1, on parle de 770 milliards de dollars, presque 1 trillion. C'est précisément comme cela que l'on peut mathématiquement voir le chemin vers un Bitcoin à 1 million de dollars. Pas par espoir, mais par éviction monétaire. Donc à partir de là, la hausse de Bitcoin n'est plus une projection bullish, mais une conséquence arithmétique.
Le marché obligataire, en cherchant à préserver son rendement réel, va tendre vers une consommation du flottant de Bitcoin. Et comme l'offre est rigide, le prix ne peut plus jouer son rôle de variable d'ajustement marginal. Il doit changer de palier pour rationner une demande devenue structurelle. Et cerise sur le gâteau, avec des produits comme le Stretch ou le SATA, vous pouvez également tomber la gestion des crédits lombards. Eh ben oui, si vous avez un portefeuille actions volatiles, car vous avez déjà investi dans la tech, dans l'or ou je ne sais quoi qui bouge fort, vous pourriez avoir envie de faire baisser la volatilité de votre portefeuille pour ne pas vous prendre un appel de marge dans les dents et vous faire liquider bêtement quand vous avez fait un emprunt sur ce portefeuille, un lombard. Eh bien rebelote, vous mettez 10, 20, 30% ou je ne sais combien de pourcents de Stretch pour sécuriser votre lombard, en gardant 11% de rendement sur un actif qui a une volatilité extrêmement basse pour un tel rendement. En ce moment, on parle d'une volatilité de 7 qui a vocation à s'écraser encore un peu avec le temps. Donc une volatilité de 7, ça fait une variation à l'échelle d'un écart type, donc une variation normale de 0,4% par jour. Bref, lorsque BlackRock achète du Stretch, cela n'a aucun lien avec Bitcoin, mais en attendant, chaque Stretch émis par Tonton Saylor permet d'absorber des Bitcoins qui, en principe, ne ressortiront jamais sur le marché. Et là, je pressens ce que vous allez me dire en commentaire. Pourquoi, malgré ces machins à aspirer du Bitcoin, le prix de Bitcoin n'a pas déjà dépassé des centaines et des centaines de milliers de dollars? Ou de façon plus modeste, pourquoi est-ce que le prix baisse en ce moment? Alors gardez ça en tête. Quand Saylor achète pour 2 milliards de dollars de Bitcoin sur une semaine, c'est quand même pas mal, sachez que la liquidité du marché de Bitcoin au spot est d'environ 50 milliards par jour. Donc il ne faut pas se demander pourquoi les achats de Saylor ne font pas péter le prix de Bitcoin à la hausse. Saylor, aujourd'hui, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga du marché, bien au contraire. Mais, n'oublions pas que les volumes journaliers de Bitcoin, ces fameux 50 milliards à la louche, ce sont des entrées et des sorties de Bitcoin d'une poche à d'autres. Par contre, dans le cas des Bitcoin Treasuries, elles viennent immobiliser des Bitcoins à long terme. Il y a donc un moment où le marché pourrait manquer de Bitcoin pour assurer les flux journaliers. Et que se passe-t-il dans ce cas? Eh ben, quelque chose comme ça. Une première phase de hausse qui correspond à la phase Early Adopters dont nous sortons en ce moment même, qui se termine. Puis, une phase de ce que Jordi Visser appelle l'introduction en bourse silencieuse, pendant laquelle les Early Adopters vendent gentiment leur Bitcoin aux institutionnels de ce monde comme Saylor, ou même aux acheteurs de CF comme BlackRock. Et enfin, lorsque l'offre de Bitcoin sera absorbée dans les Bitcoin Treasuries Company, une phase de hausse qui reprend de plus belle, car il n'y a tout simplement plus assez de Bitcoin pour tout le monde. Et là, on pourrait réassister à une phase parabolique de hausse du prix de Bitcoin, aussi incroyable que cela puisse paraître. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que l'on arrive à un point dans ce scénario où un très petit nombre d'acteurs posséderont l'essentiel des Bitcoins. Et là, je pèse mes mots, ce seront ces acteurs qui seront le plus crédibles, au sens où ils auront accumulé l'actif qui contient le plus de confiance, qui seront les mieux placés pour émettre de la monnaie. Car cette monnaie sera collatéralisée par des bitcoins. Alors qu'on se comprenne bien, cela n'empêche absolument pas des pays qui n'ont pas assez de bitcoins de battre leur propre monnaie, bien entendu. Mais ces monnaies ne seront pas les meilleures réserves de valeur. Comme le disait Gresham, la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne. Vous aurez de plus en plus de monnaie fiat en circulation pour la vie de tous les jours, pour acheter votre pain, et de moins en moins de bitcoin dans les rues. Alors je suis d'accord, il y a encore 2 ou 3 étapes avant d'en arriver là. Mais fondamentalement, c'est la promesse de Bitcoin. C'est pour cela que Saylor n'arrête pas de dire que les bitcoins, ça s'achète, mais ça ne se vend pas. Quand vous avez des bitcoins et que vous voulez faire vos courses, vous émettez de la monnaie, soit en faisant des crédits lombards, soit quand vous vous appelez Saylor, en créant vos Stretch, ou encore mieux, votre propre stablecoin. Et si l'on réduisait de 5 ou 10 la volatilité de l'instrument, la ramenant à 0? Et peut-être qu'au lieu d'un taux de 10% avec 10 de volatilité, si j'obtenais 8% ou 7% avec 0 volatilité sur de l'argent numérique? C'est ça, la vision d'un stablecoin adossé au Bitcoin dans l'industrie de la crypto. Un stablecoin à 8% adossé au Bitcoin? Alors on me reproche aussi de ne pas suffisamment pointer les risques du modèle de stratégie et, par extension, ceux du Stretch et des nouveaux acteurs qui s'engouffrent dans cette brèche. Et sur ce point, la critique est légitime. Soyons clairs, oui, l'ingénierie financière derrière ce modèle
et brillante. Mais oui, elle reste risquée parce que Strategy, c'est juste du Bitcoin avec un effet de levier. Par exemple, si Strategy est contraint de vendre des Bitcoins demain pour payer les retraités de Tatawin qui ont acheté du Stretch, parce que Strategy a perdu l'accès au marché des capitaux, alors le modèle de croissance prendrait une claque et l'entreprise passerait du statut de trou noir d'absorption à celui de vendeur forcé marginal qui renvoie ses Bitcoins sur le marché. Mais selon moi, le risque principal n'est pas là. Le risque fondamental, c'est le temps. Ce type de modèle repose essentiellement sur l'hypothèse que la performance moyenne de Bitcoin reste durablement supérieure aux coupons servis sur le Stretch et les produits équivalents. Donc, encore une fois, les actions MSTR s'adressent à ceux qui pensent que la valeur de Bitcoin va s'apprécier plus vite que le coût de la dette pour Strategy. De façon unilatérale, quand vous utilisez du levier pour augmenter votre performance, votre ennemi, c'est le temps. C'est toute la différence avec des gens qui posséderont du Bitcoin à titre personnel, qu'ils mettront on-chain et qu'ils ne toucheront pas. Ils ne sont pas du tout impactés par le risque du temps. Pour autant, en tant que Bitcoin délivre une performance annualisée largement supérieure, la machine continue de fonctionner. Les stratégies et autres Strive captent la valeur dans l'écart entre la croissance du collatéral et le rendement versé. Le delta alimente l'amplification. Et après, attention, je rappelle que Saylor garde un ratio de 15,85 à peu près entre le Stretch, l'émission de Stretch et les émissions d'actions de base MSTR, parce qu'il est bien conscient de ça. Et il veut pas se faire serrer à la gorge par le taux d'intérêt du Stretch. Mais en même temps, les 15% de Stretch qu'il émet permettent au marché de valider le modèle de MicroStrategy et d'avoir une MNAV, une prime sur les actions MSTR supérieure à 1, et c'est ça qui lui permet d'émettre beaucoup de MSTR. Et c'est pour ça que je suis personnellement très favorable à ce qu'est en train de construire Saylor. Le gars, il a quand même du chou. Et puis si jamais Bitcoin évolue moins vite, eh bien on peut aisément imaginer que les coupons seront amenés à baisser au risque de voir les investisseurs quitter le navire pour le nouveau truc à la mode à ce moment-là. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Michael Saylor va draguer les grandes banques américaines. Il préfère s'associer à des banques en tant que fournisseur de crédit digital plutôt que d'aller les concurrencer sur leur métier de gérer des systèmes de paiement. Et c'est éminemment malin parce que pour arriver à mettre en place un tel système, il va falloir qu'il se fasse beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Et si vous voulez savoir comment ce système pourrait créer un nouveau dollar et comment ce nouveau dollar pourrait être géré par les États-Unis, allez donc voir la suite sur Grand Angle Éco.